Un plateau pour parler de Rasto, on l'aura deviné. On va partir du principe que nos amis qui nous regardent connaissent un peu la vallée du Rhône. On va pas refaire complètement le film, mais par contre, ils peuvent se dire oui, je vois à peu près où c'est. On est dans les dentelles, on n'est pas loin. Il y a des villages où on se connaît un peu. Qui plonge pour nous faire le fameux pitch du copain qui est un peu loin et il faut qu'on lui raconte un peu notre territoire. Et ben, tu te lances. Bon, allez, je me lance. Donc, Rasto, on est dans le Nord Vaucluse. On est situé entre Vaison-la-Romaine et Orange, 10 km de Vaison et 18 km d'Orange. On a les dentelles de Montmirail en face de nous. Ou derrière, ça dépend comment on se situe. Aujourd'hui, c'est derrière nous. Voilà. Mais sinon, le village est devant les dentelles de Montmirail et qui est sur un mamelon des coteaux. Voilà. Donc on est proche vieux village viticole. Vieux village viticole qui était essentiellement sur les coteaux à l'époque et avec beaucoup de grenache. C'était le cépage de base un peu dans le Rhône sud et avec une culture aussi d'olivier quand même qui a quand même bien disparu après le gel de 56. Fameux gel. Voilà, et on est dans le pas loin des appellations Château du Pape, Gigondas, Vaqueras, voilà. On est plutôt sur le Nord Vaucluse. Voilà, le Nord Vaucluse. C'était un Côtes-du-Rhône village, et puis après c'est devenu un cru. Ça fait quoi, 2010, c'est ça le passage en cru? Tout à fait. Voilà, oui. Et ça, vous l'avez vécu, c'était comment ce passage en cru? C'est une longue... C'est une longue bataille qui a duré une dizaine d'années, bon bois. Moi, j'étais pas à l'origine parce que j'étais plus jeune et que c'est un peu décalé par rapport à mon âge, mais ils ont travaillé pour nous, les anciens, pour pouvoir arriver à justement ce cru. Et oui, fier évidemment, mais la bataille était longue et on a attendu un petit moment, mais je pense que c'est une belle, voilà, c'est une belle récompense par rapport à tout ce qu'on a pu faire et au terroir qu'on a. Je pense qu'on mérite tout ça. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce Grenache qui est à 50% aujourd'hui? J'ai fait la dégustation, souvent au-dessus, hein, on est plutôt entre 50 70. Oui, c'est ça. C'est quand même très, très identitaire. C'est majoritaire. Qu'est-ce qui fait la spécificité sur Rasto? Du Grenache, donc bon, il y a eu l'appellation Vino naturel dans les années 40, en 44. Donc tout ça nous a... Ça c'est quelque chose aujourd'hui. Alors je voulais en parler un petit peu plus tard, mais on peut peut-être en parler parce que c'est un peu l'histoire du Grenache aussi. C'est l'histoire du Grenache. Voilà, c'est pour ça qu'on en est là aussi à cause grâce au vin naturel. Donc beaucoup de Grenache sur l'appellation, beaucoup. Avec un petit peu de Carignan et de Cinsault qui sont arrivés dans les années 70, avec la Syrah, les Mourvèdres plutôt dans les années 80. Et pour revenir au Grenache, donc on a un potentiel de vieilles vignes. Des vignes à peu près, on a 25% du vignoble, c'est des vignes qui sont entre 50 ans et 100 ans, voire certaines parcelles plus. Qui sont toujours entretenues, même par la nouvelle génération qui souhaite garder ce patrimoine. Et donc ce qui fait l'identité de Rasto, comme tu le demandais, je pense que donc Rasto, ce sont des vins concentrés parce qu'on est sur une exposition plutôt sud avec une partie en plaine, donc ça voit bien le soleil, on est en Provence. Donc on est sur un terroir argilo-calcaire, où il ne faut pas les oublier, parce qu'on parle beaucoup de nos argiles, mais les calcaires... C'est à ce moment-là que je te fais intervenir en nous disant schématiquement un petit peu les trois grandes familles de terroirs qu'on a sur Rasto. Alors les trois grandes familles de terroirs, il y a les collines, donc c'est des cailloutis qui se trouvent plutôt sur le haut des coteaux, donc des cailloutis, donc ça peut être des galets de calcaire de différentes grandeurs, mais c'est à peu près ce diamètre-là, je dirais 15 cm jusqu'à 20-25 cm, je pense que tu es d'accord avec moi. Différent de château. Voilà, donc ça c'est un lit de cailloutis qui se trouve essentiellement à la surface, sur le haut des coteaux,
Donc là, on est plutôt sur des marnes jaunes, très calcaires. Voilà, c'est un terroir de l'ère tertiaire, quand les mers sont retirées. Et après, on est sur des piémonts là, qui se retrouvent plutôt Autour du juste village. autour du village, oui. voilà, qui viennent à fleur de la plaine. Là, on est toujours sur de l'ère tertiaire, on est plutôt sur des terroirs d'argile bleue, des marnes bleues, très calcaires, qui est un terroir. Ces argiles sont très intéressantes pour leur côté à emmagasiner l'eau pendant C'est les ça. pluies Les hivernales. fameuses marnes bleues. Voilà, Ouais, parce ouais. que l'argile bleue joue un peu le rôle d'éponge qui emmagasine de l'eau et qui le restitue pendant la période végétative, donc c'est-à-dire au printemps et l'été jusqu'à l'automne, et qui permet justement d'avoir cette finesse de graines de tanin et de cette maturité sans vraiment d'à-coups, même pendant les périodes de canicule, comme on le voit maintenant avec le changement climatique. Voilà, donc ça. Et il y a une partie, une partie plus basse. Plus basse. Voilà, donc une partie en plaine. Là, on est toujours sur des argilo-calcaires. C'est des argiles plutôt rouges, donc riches en manganèse et en fer, qui ont été plantées, je dirais, beaucoup après-guerre. Voilà. Les plus vieilles vignes ont à peu près... Les premières vignes ont une 60aine d'années. Voilà. Donc c'est où on se trouve, aux environs c'est tout autour de Coteau-et-Fourchette. Voilà. C'était des garrigues pendant la guerre. Ben c'est bien, comme ça tu vas passer la parole à Cyril.